François de Rugy, bonsoir et merci d'être là. Vous avez croisé en arrivant sur le plateau Thierry Braillard qui a terminé son entretien avec moi sur le mot irresponsable, qualifiant l'attitude d'Europe Écologie Les Verts, notamment dans des régions qui sont menacées, entre guillemets, d'être prises par le Front National, ce qui pour des gens progressistes et de gauche comme vous est une vraie menace. Pourquoi vous ne jouez pas davantage la carte de l'unité dans les régions où il y a ce risque-là avéré? D'abord, il ne vous aura pas échappé que c'est une décision régionale. Chaque région, au sein d'Europe Écologie Les Verts, choisit une stratégie pour les élections régionales. Moi, je pense qu'en effet, il faut que chacun mesure bien le danger qui est double, qui est celui tout à la fois d'une victoire potentielle du Front National. Est-ce qu'on mesure bien ce que ça veut dire que Marion Maréchal Le Pen puisse être présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou que Marine Le Pen puisse être présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie? On pourrait même penser à d'autres régions comme le Grand Est. Et puis, il y a aussi un autre risque, c'est que le débat de deuxième tour soit polarisé entre la droite et l'extrême droite. Monsieur Estrosi, Madame Marion Maréchal Le Pen, pour ce qui est de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, je ne me résous pas à ce que les deuxièmes tours importants, d'élections importantes comme les élections régionales, soient polarisés entre la droite et l'extrême droite. Je le dis en plus à mes amis écologistes, il n'y aura plus de place pour l'écologie si jamais le deuxième tour se résume à ce faux choix entre une droite qui fait de la surenchère, d'ailleurs, avec l'extrême droite, et le Front National. Moi, j'invite aussi à ce que tout le monde se parle. Si on commence à s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure en disant c'est irresponsable, c'est ceci, on ne va pas avancer. Il faut que les forces de la gauche de gouvernement, les socialistes, les écologistes, mais aussi les autres forces de gauche, se mettent autour de la table et discutent quel est le projet commun que l'on peut présenter aux habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, ou Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et puis ensuite, quelles sont les listes qui peuvent être composées. C'est rattrapable encore ou la logique est trop vite lancée? Moi, je le souhaite. Après, il peut y avoir des décisions que les uns ou les autres, parce que je crois que tous les partis politiques peuvent être pris d'une sorte de préférence interne. C'est-à-dire on finit par avoir uniquement des débats internes, des considérations internes pour des décisions qui sont pourtant majeures pour les Françaises et les Français de ces régions-là. Mais vous avez vu, il y a un sondage qui est sorti ce matin dans la presse, dans le journal Le Parisien, je crois, qui montre un rejet massif des partis politiques. Il faut absolument que les partis politiques prennent en compte cette attente des Français de changement plutôt que de repli interne. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans vos rangs, peut-être pas vous, mais certaines sensibilités dans vos rangs, exactement comme dans les troupes de Jean-Luc Mélenchon, parti de gauche, ce pari peut-être un peu fou que mieux vaut finalement une défaite de la gauche qui aboutirait à un éclatement du PS, à une recomposition, plutôt que de rester comme ça auxiliaire ou allié très minoritaire d'un parti socialiste dominant. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul-là politique chez certains d'entre vous? Si ce pari existe, et malheureusement, vous avez sans doute raison, il peut exister, il est complètement fou. En effet, vous avez raison de le dire. Moi, je n'ai jamais cru, d'une manière générale, à l'idée comme quoi les partis politiques allaient avoir finalement une bonne défaite, ça allait leur faire du bien. Vous savez, c'est comme autrefois, il paraît qu'on disait une bonne guerre. Il faudrait une bonne guerre pour la jeunesse, pour que jeunesse passe. Non, je crois que c'était évidemment une très mauvaise idée. Par ailleurs, je mesure ce que cela veut dire quand le Front National est aux portes du pouvoir, dans ces régions-là. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Ce sont des élections à deux tours, mais dans les deuxièmes tours, il peut y avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires, et donc une majorité relative suffit pour diriger une région, comme ça a été le cas dans un certain nombre de municipalités. Et on voit que même dans ces municipalités, lorsque l'élection est rejouée un an après, eh bien, la majorité, ou le score en tout cas, est encore plus fort. Donc on ne peut pas du tout se résoudre à ça. Moi, je pense qu'à 6 mois des élections régionales, il est encore temps de discuter, de se mettre autour de la table dans ces régions où la menace est bien identifiée et bien réelle. Alors, vous êtes contesté par la moitié de votre groupe parlementaire, Barbara Pompili et vous-même. Vous avez reçu un courrier quand même qui dénonçait un manque de fonctionnement collectif du groupe, les orientations politiques qui n'ont pas fait l'objet d'un... On sent qu'il y a une tension entre la direction du mouvement et sa représentation parlementaire. Oui, la direction du mouvement, Europe Écologie Les Verts, c'est Emma Cosse. Nous discutons toutes les semaines
Et nous sommes en coordination avec Emma Kos. Il y a des tensions, des divergences, disons-le. D'ailleurs, je dirais le contraire, qu'aucun téléspectateur ne me croirait. Je vous le confirme. D'Europe Écologie Les Verts, je préfère dire les choses franchement. Ça rejaillit sur le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Je précise groupe écologiste. Je ne dis pas groupe Europe Écologie Les Verts. Pour deux raisons. D'abord parce que nous avons souhaité qu'il s'appelle groupe écologiste, car c'est un groupe qui rassemble des députés qui ne sont pas tous membres d'Europe Écologie Les Verts. Et par ailleurs, parce que le parti, c'est le parti, le groupe, c'est le groupe. Alors vous allez me dire, voilà une évidence, la palisse n'aurait pas dit mieux. Oui, mais parce que nous ne sommes pas dans l'idée que c'est le parti qui dirige le groupe. Je crois que les historiens pourraient nous ressortir cette conception qui était plutôt celle du Parti communiste. Eh bien, nous, écologistes, nous sommes de culture parlementaire. Donc, le groupe parlementaire a son autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de débat en son sein. Et il en a. Oui, mais entre avoir une autonomie, et parce qu'on voit bien qu'il y a quand même deux lignes politiques qui se creusent, et que Cécile Duflot est sur une position et que vous êtes sur une autre. Et comme par hasard, elle est co-signataire de... Comme par hasard. Comme par hasard. Et comme vous dites. Et nous sommes toujours coprésidents du groupe écologiste avec Barbara Pompili. En effet, il y a eu quelques velléités peut-être de remise en cause. Et nous sommes toujours coprésidents et nous entendons bien le rester. Et par ailleurs, le groupe écologiste, tous les députés, jusqu'à preuve du contraire, souhaitent qu'il continue à vivre, non seulement jusqu'à la fin du mandat, mais moi, je prends le pari que nous devons travailler à ce qu'un groupe écologiste, ce ne soit pas une petite parenthèse de 2012 à 2017, voire pire, de 2012 à 2015, mais quelque chose qui s'inscrive dans la durée, car la présence des écologistes dans les institutions, à l'Assemblée nationale, ça devrait être le cas également au gouvernement, c'est le cas au niveau local, au niveau européen, la présence des écologistes, c'est quelque chose qui doit être durable. Vous êtes beaucoup plus Hollando-compatible que Cécile Duflot, visiblement. C'est ça, cette ligne de fracture-là, non ? Ce sont des considérations géographiques qui sont les vôtres. Mais oui, je sais bien qu'on veut ramener ça. On nous a même dit, vous êtes les écologistes pro-Hollande, etc. Ou alors Cécile Duflot, qui a été ministre de François Hollande, nommée par François Hollande au gouvernement pendant 2 ans, serait devenue anti-Hollande. Je crois que tout ça est un peu réducteur. Ce que nous pensons. Mais alors, c'est quoi la vraie divergence ? Si on en parle de façon réductrice, parlez-en vous de façon non réductrice. Sur un certain nombre de sujets de fond, l'appréciation sur la politique économique, etc. Vous savez, les écologistes se sont souvent retrouvés, réunis. On constitue un parti politique parce qu'ils voulaient mettre les priorités écologiques au premier rang des priorités politiques. Parfois, certains voudraient mettre les questions économiques, budgétaires, plutôt en avant, la lutte contre l'austérité, etc. Mais ce n'était pas la mission première du parti écologiste. Et puis, par ailleurs, il y a en effet cette question stratégique de savoir si nous devons être un parti plutôt de gouvernement ou un parti d'opposition, de contestation, si nous devons être un parti qui passe des alliances ou qui reste tout seul dans son coin. Moi, je fais partie de ceux qui assument qu'on fait avancer les choses par des compromis successifs, des négociations. C'est pas des gros mots, les mots négociation, les mots compromis. Et on devrait avoir en France un gouvernement de coalition, comme dans d'autres pays européens voisins. On avance mieux avec des coalitions. Et ça, c'est aussi valable pour le Parti socialiste qui devrait intégrer cela. C'est pour ça que vous êtes très partisan de l'introduction de la proportionnelle. C'est pour rééquilibrer de façon un petit peu plus juste les forces à l'intérieur de l'actuelle majorité. Parfaite transition, parce qu'en effet, la proportionnelle, c'est à la fois la représentation du vote des Français. Aujourd'hui, les Français votent pour un certain nombre d'idées politiques, un certain nombre de partis politiques, de candidats, et il y en a tout un tas qui sont purement et simplement éliminés de la représentation nationale. Pourtant, on dit l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Qui peut encore croire que les 577 députés, mais c'était déjà le cas dans le précédent mandat, sont la représentation nationale telle que les Français l'ont voulu. Donc ça, c'est un premier enjeu, parce que c'est la crise démocratique, la crise politique qui s'installe dans notre pays. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi un fonctionnement que je crois plus démocratique, en coalition. Et en effet, c'est la proportionnelle qui permet d'envisager, de constituer des coalitions. Il n'y a pas l'illusion qu'un parti politique, à lui tout seul, peut imposer sa règle à l'ensemble de la France pendant 5 ans. 2 questions d'actualité pour finir. La Grèce, vous êtes optimiste sur un compromis possible avec les dernières concessions, il faut le dire, du gouvernement grec ? Je l'espère. Et je crois qu'honnêtement, il y a eu beaucoup de gesticulations et on aurait peut-être pu se passer d'ailleurs de cette négociation interminable à rebondissement. Personne ne souhaite, je crois que les Grecs ne souhaitent pas la sortie de l'euro, ne souhaitent pas la sortie de l'Europe. C'est eux qui auraient le plus à perdre
Et puis le reste des Européens ne souhaitent pas non plus la sortie de la Grèce, de l'euro et de l'Europe, et ce serait également un échec. Donc il faut absolument aboutir. D'ailleurs, François Hollande, je crois, a œuvré pour rapprocher les points de vue entre peut-être le mouvement Syriza en Grèce qui a beaucoup bombé le torse, beaucoup fait le bras de fer, et par ailleurs Madame Merkel et d'autres qui, au niveau des gouvernements européens, se sont montrés aussi souvent inutilement inflexibles. Dernière question, et c'est une introduction au deuxième sujet qui va suivre. Les grandes manœuvres autour de Bouygues Télécom, ça vous inquiète? Ça vous laissez le jeu du marché décider librement? Vous êtes d'accord même avec ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure, à savoir l'État a son mot à dire? Oui. Bien sûr, c'est évident, sur un secteur aussi important, des enjeux industriels, financiers, de consommation extrêmement lourds. Mais je voudrais surtout qu'on se souvienne, je crois que c'était il y a à peine plus de 3 ans, M. Fillon était Premier ministre, il a dit il faut absolument qu'il y ait un 4e opérateur de téléphonie mobile en France, c'est Free, tout le monde savait très bien que ça allait être Free qui allait avoir cette fréquence, et on allait voir ce qu'on allait voir, les prix allaient baisser, et puis le marché allait être redynamisé, des emplois allaient être créés, etc. Oui, dans un premier temps, sans doute, sauf que on constate au bout d'à peine 3 ans que ce n'est pas viable, qu'aujourd'hui des opérateurs perdent de l'argent, que cette course au prix bas, forcément un jour elle se termine, et forcément un jour il y a ce que l'on appelle une consolidation, un retour à la réalité. Et là, le gouvernement doit rappeler les opérateurs à leurs engagements, parce que s'ils ne tiennent pas leurs engagements, et notamment Free, sur les prix, sur les investissements, sur l'emploi, à ce moment-là, on doit jouer le bras de fer sur les fréquences. Merci beaucoup François de Rugy. Sur ce thème-là, je vous propose de regarder un sujet de Nancy Rice qui me permet de passer au deuxième thème.